pouvoir obtenir quelques sacs d'aide alimentaire. Et donc dans le village actuellement, nous avons ce jeune garçon et ses deux petites sœurs, et c'est tout ce qui reste pour les enfants. Sachant qu'il n'y a pas d'école, il n'y a plus d'école, donc ça impacte gravement sa jeunesse. Ici, c'est la maison, toujours à Kamienka, de Sacha et Tania. Et donc, ils ont reçu de l'aide humanitaire pour la reconstruction. Donc, il y a des ouvriers qui sont venus pour pouvoir réparer le toit, enlever les briques des fenêtres, parce qu'en fait, cette maison était devenue une position russe avec artillerie et aussi position tir. Donc, ce qui fait qu'ils avaient barricadé toutes les fenêtres avec les briques, etc. Donc, là, ils sont en train d'essayer de remettre la maison en état et de la réparer pour qu'elle soit habitable. Et tout ce que vous avez là sont les débris de la maison, et tout ce qui appartenait à Sacha et Tania a été soit pillé par les Russes, soit mis dans des dépotoirs dehors et complètement massacré. Même la vaisselle, les assiettes, tout. Ici, donc, c'est Sacha. Sacha a été blessé au début de la bataille de Kamienka. Il y a un mortier qui est tombé dans sa cour, et il a pris des éclats d'obus dans la hanche. Et en même temps, il a été évacué à ce moment-là. Une semaine plus tard, il faisait un arrêt cardiaque, ce qui arrive dans le cadre d'un tel choc. C'est pas rare qu'il y ait un second effet assez catastrophique. Et donc, il est paralysé sur la partie droite de son visage, et ses mains ne marchent pas très très bien. Malgré tout, il continue autant qu'il peut. Il a aussi également déclenché un cancer de la prostate, mais il a énormément de courage, et donc en fait il est vigneron et il veut récupérer sa vie. Donc, Lebanon and got to Damascus, where in Damascus there wasn't any fighting, but I got to see the whole drive down the highway, which is the same highway that rebels drove, and see the front lines all the way to Damascus. Bonjour à tous et à toutes, n'hésitez pas à me poser des questions à tout moment. Je voudrais vous dire quelques mots d'abord sur ce parcours, le plan du départ, comment tout a commencé. Et en fait, quand la nouvelle est tombée sur la possible libération de la Syrie, la question de l'accès s'est posée. On ne savait pas quel accès il y aurait. Pour ma part, j'étais à Istanbul à ce moment-là. J'ai décidé d'aller plus vers le sud et de me positionner le long de la frontière, sans savoir qu'il serait plus facile à ce moment-là de passer par Damas que de passer par Alep. Mais quand le régime est tombé, en fait, j'étais un des peu de journalistes qui étaient sur place. Il me semble qu'on n'était qu'une équipe de 4, et donc j'ai pu voir les affrontements, j'ai pu témoigner de ce début qui a mené à la libération. Et la plupart des autres journalistes qui ont suivi les événements étaient positionnés au Liban. Ils ont pu voir cela à partir de Damas, où il n'y a pas eu de combat, alors que moi j'ai pu voir véritablement les affrontements, et le long de cette route d'ailleurs qui a été traversée par les rebelles, et où il y a eu des affrontements. So as we entered Syria for the first time, Syria is not a new country to me. I lived there when I was young, and I left Iraq when I was 9, and my family and I were sick. We were refugees actually in Syria from 1999 to 2004, but at that time that was before the civil war, that was before a totally different Syria. The one I saw when I was back. That Syria was still under the regime,
slowly being choked by so many things that were revealed after the regime fell. At that time, he couldn't, show anything that the government was doing. To this day, before there was no access to journalists, there's a journalist club here. And actually, a couple of days before that bomb had gone off, his phone was and then we traveled up into the mountains, where the ISIS fighters had basically made a whole The stars, Merci beaucoup. Thank you so much. Sorry for the beginning. Alors, moi je suis en France, j'ai décidé de revenir à Madagascar il y a 20 ans. Mais depuis que je suis à Madagascar, je fais assez attention à ce que je dis, à ce que je touche, à qui je parle. Voilà, il faut être un peu, comment dire, un peu alerte sur ce genre de choses. Il m'arrive aussi des choses, je ne peux pas raconter ça là maintenant, ça va être trop long à vous raconter. Mais disons qu'effectivement, lorsqu'on arrive sur la grande île, je pense qu'il faut un peu s'adapter à un rythme de vie, il faut s'adapter à une cosmogénie. Et puis dans la langue malgache, c'est bien de comprendre la langue aussi qui est parlée, parce que la langue malgache parle beaucoup en métaphore. La langue malgache est très imagée, et qui fait référence à beaucoup de croyances. Ici, nous avons, ça c'est l'aspect. Ici, je pense qu'ici en Europe, en France, nous pourrions considérer que ce genre d'église, ce sont des sectes. Mais à Madagascar, le terme secte n'existe pas déjà, même d'un point de vue juridique ou légal. Ce sont les églises comme les autres, et chacun peut aller dans n'importe quelle église, et chacune peut créer son église du jour au lendemain, comme ça. Juste en déposant un papier à la préfecture et voilà. Juste pour mettre le contexte.